Eliza Vane se tenait très immobile au bord de l'allée de rosiers. Une cisaille de jardin à la main, elle ne bougea pas lorsque le loquet du portail cliqueta derrière elle. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle n'appela pas les enfants à ses jupes, comme l'aurait fait une femme effrayée. Elle ne laissa pas tomber la cisaille. Au lieu de ça, elle la posa doucement, la lame contre la bordure en pierre, le manche tourné vers elle. C'est ainsi que son père lui avait appris à laisser un outil pour la main de la personne suivante, plutôt que pour sa propre convenance. Puis, de 2 doigts, elle fit descendre le mince ruban à son col de quelques centimètres, jusqu'à ce que la petite forme contre sa clavicule disparaisse sous le tissu. Derrière elle, un garçon de presque 2 ans se mit à rire de quelque chose que sa sœur venait de faire avec une poignée de gravier. Aucun des 2 enfants ne leva la tête, car ils n'avaient aucune raison de savoir que le grand homme se tenait là. Immobile à l'entrée du jardin, une femme élégante à son bras. Il les regardait, comme si le sol sous ses pieds venait de se retourner contre lui. Avant le coucher du soleil ce soir-là, Julian Ashworth, 9e duc de Renmore, apprendrait 2 choses. 2 choses qu'il avait passé 2 ans à ignorer délibérément. Il saurait à qui étaient ses enfants. Et il saurait que la femme qu'il avait un jour qualifiée d'arrangement convenable, et rien de plus, avait construit en son absence une vie si complète que son retour devrait être mérité, et non simplement accordé. L'été de 1814 était arrivé dans cette région comme il le faisait toujours. Vert et sans hâte, comme si rien n'avait jamais eu à changer. C'est cet été-là qu'Eliza Vane, âgée de 23 ans et fille unique d'un régisseur respecté, avait épousé Julian Ashworth. C'était dans une petite église en pierre, à 17 kilomètres du domaine de son père, avec un pasteur en qui elle avait confiance, et un témoin qu'elle aimait plus que la plupart des membres de sa famille, et elle n'en avait parlé à personne d'autre. Car le père de Julian était mourant, et les dernières volontés de son père avaient, pendant 11 mois, régi chaque porte de la maison familiale. Elle ne l'avait pas épousé pour le château de Renmore, ni pour les 11 000 acres qui l'entouraient, ni pour la couronne qui un jour reposerait absurdement sur une tête qu'elle avait vue s'endormir contre son épaule dans une grange, pendant un orage d'été. Elle l'avait épousé pour le calme particulier qu'il portait comme d'autres hommes portent un manteau. Il était la seule personne qui ait jamais regardé ses registres, ses callosités et ses opinions simples, et qui les ait qualifiées, sans réserve, de remarquables. Pendant 11 mois, cela avait suffi. Elle avait appris l'architecture invisible de l'amour pour un homme dont la famille ignorait encore son existence. Les lettres échangées par l'intermédiaire de son intendant. Les heures passées à apprendre la gestion des comptes pour ne jamais être un fardeau dans la vie qu'ils construiraient ensemble. La certitude tranquille, portée comme une seconde peau, que la compétence était en soi une sorte de vœu. Elle n'avait pas été oisive dans sa dévotion. Elle y avait été affairée, comme une femme qui a l'intention d'être utile à un mariage, plutôt que d'y être simplement présente. Elle n'avait pas su, en cet été vert et sans hâte, que l'utilité et l'amour étaient 2 pays différents, et que la famille d'un homme pouvait l'enrôler dans le premier, tout en lui refusant le second. Le vieux duc se mourait depuis le printemps. De cette manière lente et argumentative propre aux hommes qui ont tout organisé dans leur vie, et qui en veulent au destin de refuser un rendez-vous. Il avait une doctrine, répétée à son fils si souvent qu'elle y avait creusé un sillon. L'amour d'un duc n'était pas une affaire privée. C'était une obligation envers le nom. Et toute affection qui ne pouvait survivre à un audit des intérêts du nom n'était pas de l'amour du tout. C'était de l'égoïsme, portant le manteau de l'amour. Julian avait grandi en mémorisant cette doctrine comme d'autres garçons mémorisent les Écritures. Il avait aussi grandi sans mère depuis l'âge de 9 ans, dans une maison où le chagrin était traité comme une inefficacité à gérer plutôt qu'un fait à ressentir. Et la seule fois où il avait pleuré ouvertement sa mère, son père lui avait dit, sans méchanceté, que pleurer ne changeait rien, mais que les registres, aussi. Il s'était construit, planche par planche, en un homme qui ne faisait pas confiance à un sentiment tant que celui-ci n'avait pas survécu à plusieurs audits. Eliza avait aimé cet homme malgré tout. Elle s'était dit, durant l'été dans la grange, qu'elle était assez patiente pour attendre la fin des audits. Elle n'avait pas prévu que les audits seraient menés par quelqu'un qui voulait la voir échouer. Une partie de l'histoire qui ne ferait surface que plus tard, et qu'Eliza elle-même n'apprendrait en détail que 2 automnes plus tard, était que Selena Marchmont
tournait autour du lit de mort du vieux duc depuis le printemps. Comme une mouette qui a appris où un bateau de pêche jette ses déchets. Selena était lisse comme de la crème versée, douce et pâle, et tout à fait capable de tourner avec le temps et la chaleur. Elle connaissait Julian depuis leur enfance. Elle désirait Renmore depuis qu'elle était assez grande pour comprendre ce que Renmore représentait. Elle avait aussi, par un travail patient et minutieux, découvert l'existence d'un mariage secret à la campagne que le vieux duc ignorait encore. Et elle avait compris, avec la clarté d'une personne calculant son propre avantage, que la découverte avait plus de valeur si elle était gérée que si elle était révélée. Alors elle l'avait gérée. La lettre qui parvint à la chambre du vieux duc fin août, prétendument de la main d'Eliza, était un chef-d'œuvre. Elle s'excusait, dans la belle écriture soignée d'Eliza, copiée en fait de 3 lettres authentiques que Selena avait eu la chance d'étudier. Elle s'excusait d'avoir, dans un moment de cupidité juvénile, permis à un homme de la campagne, à la licence douteuse, de célébrer une cérémonie. Une cérémonie qu'elle savait en privé sans valeur légale, dans l'espoir d'extorquer un arrangement à la famille avant que la vérité n'éclate. Elle exprimait des regrets. Elle demandait délicatement une somme d'argent proportionnelle à son silence. Eliza n'avait jamais écrit cette lettre. Eliza n'y avait même jamais songé. Mais le vieux duc, faible, effrayé et s'accrochant à la doctrine, car la doctrine était la seule chose assez solide pour tenir dans la main d'un mourant, y crut entièrement. Parce qu'elle lui disait exactement ce que sa doctrine l'avait déjà préparé à croire. Que l'amour en dehors des intérêts du registre se révélait toujours être de l'égoïsme. Après tout, il ne convoqua pas Eliza. Il convoqua son fils. Ce qui rend un homme fragile, ce n'est pas la cruauté qu'on lui inflige, mais une doctrine confirmée en lui, au moment précis où il a le plus peur de perdre quelqu'un. Julian se tenait au chevet de son père durant la dernière semaine d'août. Et il entendit, d'une voix affaiblie par la maladie, mais pas par la conviction, que le mariage serait discrètement dissous, que la licence du pasteur serait jugée. Le vieux duc dit « juger avec la certitude d'un homme qui arrange les choses pour qu'elles soient vraies, insuffisantes. Qu'un arrangement de 40 livres par an serait mis en place par l'intendant, et que son fils dirait aux membres de la famille qui devaient l'entendre que toute l'affaire avait été un arrangement convenable, et rien de plus. Julian ne pleura pas, il ne cria pas, il ne crut même pas tout à fait à la lettre. Mais il avait passé 26 ans à apprendre que les sentiments non audités étaient des indulgences. Et il tenait en main un document qui semblait auditer celui-ci et le trouver défaillant. Et il avait un père qui, très probablement, ne verrait pas la Saint-Michel. Et donc, Julian Ashworth fit ce que les hommes effrayés, façonnés par le deuil et élevés dans la doctrine font souvent. Il choisit l'audit plutôt que le sentiment. Et il se dit, avec la malhonnêteté d'un homme se protégeant de sa propre conscience, qu'il choisissait la pitié, épargnant à Eliza un scandale. Lui épargnant un mariage dans une famille qui ne voulait pas d'elle. Lui épargnant surtout lui-même, avant qu'il ne soit celui qui doive expliquer une épouse qui n'avait jamais vraiment voulu de lui. Il prononça la phrase dans le petit salon près du hall Est, devant sa tante et l'avocat de son père, le 29 août. Il ne savait pas qu'Eliza était venue à la maison cet après-midi-là, sans prévenir, porteuse d'une bonne nouvelle qu'elle voulait annoncer en personne, et qu'elle se tenait juste derrière la porte entr'ouverte lorsque les mots lui parvinrent. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle ne laissa pas tomber le petit paquet qu'elle portait, qui contenait absurdement une paire de gants brodés qu'elle avait passé 3 soirées à finir. Un cadeau pour un beau-père qu'elle n'avait jamais été autorisée à rencontrer convenablement. Ce qu'elle fit, ce fut de rester très immobile dans le couloir, le temps de 11 respirations. Elle les compta, puis elle sortit par la porte latérale avant que quiconque dans le salon ne sache qu'elle avait tout entendu. Une fois dans l'allée, elle s'accorda exactement 20 minutes pour faire son deuil. Elle avait appris cette discipline de son propre père, un homme qui gérait les domaines d'autres hommes. Il lui avait dit un jour qu'un chagrin sans limite finit par s'installer et ne plus jamais partir, tandis qu'un chagrin à qui l'on donne 20 minutes et une porte fermée finit par accepter de rendre visite plutôt que de résider. Elle s'assit sur un orme tombé au bord de la route de Renmore. Elle posa sur son genou une petite montre à gousset que son père lui avait laissée, et pleura sans un bruit jusqu'à ce que l'aiguille atteigne le repère qu'elle avait choisi. Puis elle ferma la montre, se leva, et ne pleura plus pendant très longtemps, ce qui était vraiment à elle.
Elle se força à faire une liste sur le chemin du retour, car une liste était une chose à laquelle elle pouvait se raccrocher quand rien d'autre ne tenait. Wren's Hollow, les 20 acres et la maison basse en pierre que son père lui avait laissée en pleine propriété, sans charge. 3 ans passèrent. 40 livres par an, arrangés avec une froideur destinée à blesser, et qu'elle décida sur le champ de recevoir comme un capital, un don pour les chiffres que personne n'avait jamais réussi à dévaloriser, quoi qu'on ait pu dire d'elle. Et bien qu'elle ne se permit pas encore d'y penser dans l'allée, un secret qu'elle porterait tout l'hiver à venir. Un secret qui faisait que les 20 minutes sur le tronc d'orme semblaient, rétrospectivement, le dernier chagrin facile qu'elle s'autoriserait pendant un certain temps. Elle avait du travail à faire. C'est ce qu'elle se dit en marchant le dernier kilomètre dans la lumière déclinante. C'était là toute l'affaire. Et elle se le répéta le lendemain matin, et le matin d'après, jusqu'à ce que cela cesse d'être une chose qu'elle se disait, et devienne simplement vrai. Madame Hannah Cobb, la cousine de sa défunte mère, l'accueillit à la porte de Wren's Hollow, 3 jours plus tard. Son regard embrassa tout. La mâchoire serrée, la posture trop droite, la lettre pliée qu'Elisa portait encore comme une pierre dans sa poche. Et elle dit seulement « Vous aurez besoin de thé, et ensuite vous aurez besoin de travail, dans cet ordre. Et je ne vous laisserai pas passer au second avant que le premier ne soit fait. » « Je n'ai pas soif, dit Eliza. « Vous l'aurez, dit Madame Cobb, dès que vous cesserez d'être furieuse assez longtemps pour remarquer votre propre corps. » Et elle mit la bouilloire à chauffer, sans plus de discussion. C'était, Eliza finirait par le comprendre, toute la théologie d'Anna Cobb. Dit le réconfort était une corvée comme une autre, à accomplir que le destinataire croit le mériter ou non. C'est Hannah qui, quelques semaines plus tard, dit la chose qu'Eliza porterait comme la montre de son père avait autrefois porté le deuil, selon un horaire. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé, dit Hannah. Elle regardait Eliza vérifier une colonne de chiffres pour la 3e fois ce soir-là, bien que la somme n'ait pas changé. On a eu besoin de toi ici toute ton enfance, et tu connaissais bien la différence à l'époque. Ne laisse pas le salon d'un duc te faire l'oublier maintenant. Eliza posa sa plume. Je n'ai l'intention de rien oublier, dit-elle. J'ai l'intention de me souvenir de tout, en détail, avec les dates. Hannah la regarda longuement, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation passa derrière son visage simple et buriné. Alors ça ira, dit-elle. Ça ira très bien. Wren's Hollow, quand Eliza en avait hérité, c'était 20 acres de bonne terre laissés à l'abandon par un locataire qui avait confondu patience et négligence. La maison en pierre avait besoin d'un nouveau toit sur le pignon est. Le champ du bas était envahi de joncs et de chardons par manque de drainage. La seule chose que l'endroit possédait en abondance était une solidité têtue et sans drame dans ses fondations. Ce qui, pensait Eliza, était plus que ce que l'on pouvait dire de plusieurs maisons plus grandes qu'elle avait récemment eu l'occasion de considérer. Elle commença là où son père lui avait toujours dit qu'une personne devait commencer, c'est-à-dire par un bilan honnête de la perte avant tout plan de gain. Elle totalisa ce que la terre n'avait pas produit pendant 6 années consécutives, en boisseaux et en shillings. Elle inscrivit le chiffre en haut d'une nouvelle page, et en dessous, elle écrivit de sa plus belle main ce qu'elle croyait que la terre pourrait produire à la place, avec du drainage, une rotation des cultures appropriées, et un locataire payé assez pour avoir une raison de s'en soucier. Le meunier local, un homme large et sceptique nommé Ezra Fell, qui avait connu son père et ne pensait pas grand bien des filles héritant de terre, lui dit sans détour qu'elle se ruinerait à creuser des drains avant la récolte. Elle lui répondit, tout aussi franchement, qu'elle avait l'intention de les creuser après la récolte, et avant le gel, dans les 6 semaines que la terre elle-même accordait pour un tel travail, et qu'elle avait déjà chiffré la main-d'œuvre à 11 shillings la perche, soit 2 shillings de moins que ce qu'il avait payé l'année précédente pour un travail plus petit sur ses propres terres. Ezra Fell ne répondit pas. Il revint 1 semaine plus tard et proposa ses 2 propres fils pour le creusement à son tarif. Parce que, dit-il, un tarif aussi juste et aussi précisément calculé n'était pas le tarif d'une femme qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Au 2e hiver, Wren's Hollow devint rentable pour la première fois en 1 décennie, et le surplus, aussi modeste soit-il, ne servit pas au confort d'Eliza, mais au salaire des 3 familles qui y travaillaient.
payer 1 shilling au-dessus de la coutume du district et payer le jour promis. Ce qui, elle l'avait appris en observant les affaires de son père toute son enfance, valait plus pour une famille de travailleurs que n'importe quelle gentillesse offerte sans ponctualité. C'est Ezra Fell, en fait, qui le premier porta son nom à Renmore. Dès la manière banale dont les ragots de comté transportent n'importe quoi, il se plaignait à la bourse au blé qu'une femme de la moitié de son âge le sous-cotait sur le travail de drainage, et le faisait honnêtement. Ce qui était en quelque sorte pire que si elle avait triché. Un intendant du domaine ducal, un homme gris et prudent nommé Monsieur Grantham, qui avait autrefois transporté des lettres entre Julian et Eliza, et n'avait jamais entièrement cru à l'histoire qu'on lui avait racontée sur la fin de cette correspondance, entendit la plainte, ne dit rien, et s'en souvint. Il s'en souvint à nouveau quelques mois plus tard, lorsque l'antagoniste de cette histoire, bien qu'elle ne se serait pas décrite ainsi, elle se serait simplement qualifiée de méticuleuse, commença à s'enquérir discrètement des termes d'une petite dette que son défunt oncle avait autrefois accordée à un régisseur nommé Josiah Vane. Une dette que Josiah Vane avait en fait remboursée en totalité 9 ans avant sa mort, avec un reçu qui n'existait plus nulle part, sauf, il se trouvait, dans une boîte en fer blanc sous le plancher d'Eliza, car son père n'avait de sa vie jamais jeté une note payée. Selina Marchmont ne savait pas encore que le reçu existait. Elle savait seulement qu'un faux, rédigé en imitant soigneusement l'écriture de Josiah Vane et réclamant un solde impayé de 200 livres, se révélerait entre de bonnes mains un levier très efficace. Si jamais la petite propriété de la fille devait être rapidement et discrètement retirée de sous ses pieds. Elle n'était pas encore prête à l'utiliser. Elle était à cette époque encore occupée par un projet plus proche et plus délicat, qui consistait à persuader un jeune duc endeuillé et lié par la doctrine que sa froideur était une force. Julian, second choix convenable, fait avec une tête claire et sans sentiment inopportun, était le seul type de choix qu'un homme dans sa position pouvait faire en toute sécurité. Julian, de son côté, ne remarqua rien directement des petits triomphes de Wren's Hollow. Ce qu'il remarqua, c'est le visage de M. Grantham une fois, lorsque le nom de Vane fut mentionné dans une conversation sans rapport sur les tarifs de drainage, et la façon dont l'expression de l'intendant devint prudente et fermée avant qu'il ne change de sujet. Ce qu'il remarqua, c'est une seule phrase dans un rapport de marché qu'il n'avait aucune raison particulière de lire attentivement, listant une Madame Vane parmi les petits propriétaires dont le grain avait atteint le meilleur prix du district cet automne. Il remarqua, en bref, de la manière dont un homme remarque un courant d'air sous une porte qu'il s'était persuadé d'avoir scellée, faiblement au début, puis avec une persistance qui devint très difficile à ignorer. Il n'agit sur rien de tout cela. Cet hiver-là, il se dit que ses observations n'étaient rien. Il faudrait encore un certain temps avant qu'il n'apprenne le coup d'avoir cru cela. L'hiver qui suivit la blessure, Eliza Vane donna naissance à des jumeaux dans la pièce de devant de Wren's Hollow, avec les mains fermes d'Anna Cobb sur ses épaules et une sage-femme locale qui ne posa aucune question qu'on ne lui avait pas permis de poser. Elle nomma le garçon Henry, en l'honneur de son père, et la fille Rose, pour personne en particulier. Sauf que le mot avait semblé, dans l'heure épuisée et émerveillée après leur arrivée, appartenir à quelque chose qui avait survécu à une saison difficile et avait fleuri malgré tout. Elle dit à la paroisse qu'elle était une jeune veuve. Ce n'était pas strictement un mensonge, mais plutôt une pitié accordée à une vérité trop compliquée pour survivre à la répétition. Une pitié, se disait-elle, accordée à ses enfants, qui méritait de grandir sans le poids particulier d'être expliqué. Elle ne portait pas d'alliance à la main dans le village, bien qu'une simple bague en or pendait toujours à un ruban sous son col. Réchauffée par sa peau, usée sur les bords par 2 ans, à être tournée distraitement entre le doigt et le pouce, chaque fois que la journée s'allongeait. L'homme qui l'avait épousée dans cette petite église en pierre à 17 kilomètres de Renmore devenait, durant ces années, quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine dans les descriptions qui lui parvenaient parfois, fiancé officieusement à mademoiselle Selina Marchmont. Plus dur dans ses manières, disait-on dans le comté, qu'un homme de son âge ne devrait l'être. Dévoué par-dessus tout à une doctrine du devoir si complète que même sa propre maisonnée avait commencé à parler de lui comme on parle du temps plutôt que d'une personne. Quelque chose à endurer plutôt qu'à connaître. Ce que le comté ne savait pas encore, car Julian lui-même ne faisait que commencer à le soupçonner vaguement,
C'est que la doctrine que son père lui avait transmise comme une épée de famille l'avait blessée bien plus profondément qu'elle n'avait jamais blessé personne contre qui il l'avait utilisée. Il avait passé 2 ans à se faire dire par sa propre conscience qu'il avait fait la chose responsable, la chose auditée, la chose qui épargnait à tout le monde un scandale. Il n'avait pas encore fait le calcul plus difficile. Qu'un homme qui épargne à tout le monde un scandale en mentant à la personne qui lui faisait le plus confiance n'avait en fait pas du tout été responsable. Il avait seulement eu peur et avait donné à cette peur un nom plus respectable. Ce règlement de compte était encore loin. Il arriverait, le moment venu, dans un jardin qu'aucun d'eux n'avait choisi à cet effet, par un après-midi ordinaire qui cesserait, pour eux deux, d'être ordinaire au moment où un garçon rirait d'une poignée de gravier et où une fille lui répondrait. Et un duc, marchant à côté de la femme qu'il s'était dit qu'il pourrait encore épouser, sentirait toute l'architecture des 2 dernières années s'effondrer sans avertissement. Le jardin d'Oldham Grange n'appartenait à aucun d'eux. Il appartenait à Lady Farrow, une veuve âgée au regard perçant qui organisait chaque année une modeste réception estivale. Pour les familles du district, qu'elle jugeait dignes des efforts de sa cuisinière, et qui, en ce mois de juillet particulier, avait invité à la fois le duc de Renmore et mademoiselle Selena Marchmont. Et séparément, une Madame Van de Wren's Hollow, dont elle avait entendu vanter les travaux de drainage à 3 dîners différents, et dont elle avait décidé, avec l'entêtement d'une vieille femme, qu'elle voulait la compagnie. Eliza n'avait pas su que le duc serait présent. Si elle l'avait su, elle serait venue quand même. Car elle s'était promis sur le tronc d'orme 2 ans auparavant qu'elle ne façonnerait pas sa vie pour éviter un homme qui ne s'était pas donné la peine de façonner la sienne pour la garder. Julian, de son côté, n'avait pas su non plus que Madame Van de Wren's Hollow serait présente, et n'aurait pas du tout associé le nom à quoi que ce soit si M. Grantham, en le conduisant ce matin-là, ne l'avait pas mentionné en passant, avec la prudence particulière d'un homme choisissant enfin de cesser de protéger son employeur d'une vérité qu'il avait gardée pendant 2 ans par loyauté plutôt que par tromperie. Vane, avait dit Julian dans la voiture, retournant le nom dans sa tête. Il s'était arrêté. La fille de Josiah Vane, votre grâce, dit Grantham, les yeux sur la route. Eliza. Julian n'avait rien demandé de plus. Il s'était dit, dans le demi-kilomètre restant, que cela ne signifierait rien de la voir. Que 12 ans et un arrangement dissous avaient réglé l'affaire aussi complètement que de telles affaires pouvaient être réglées. Qu'il était un homme adulte, capable d'échanger une révérence civile avec une femme de son passé, sans que son pouls ne se comporte comme un poulain sauvage. Il avait cru tout cela jusqu'à ce qu'il passe sous l'arche d'If, à l'extrémité ouest du jardin, la main gantée de Selena reposant sur son bras d'une manière qu'elle avait perfectionnée pour paraître à la fois intime et sans effort. Et il vit, à 40 pieds de distance sur l'herbe, une femme agenouillée, ses jupes tirées autour d'elle, riant. Riant vraiment, sans retenue, tout son visage s'y abandonnant d'une manière qu'il avait oublié qu'un visage pouvait s'abandonner. Tandis qu'une petite fille avec le menton de sa mère, bien qu'il ne le sût pas encore, vidait un panier de gravier sur les chaussures de son frère. Et le frère, aux cheveux sombres et solennels, de la manière particulière des très jeunes garçons décidant s'il faut être indigné ou ravi, choisit la joie, bruyamment. Julian ne bougea pas pendant plusieurs respirations. Il ne parla pas. Il ne traversa pas la pelouse, bien que chaque instinct en lui le poussât à le faire. Ce qu'il fit, à la fin, fut exactement ce que l'histoire avait promis 3 parties, et 2 ans plus tôt qu'il serait finalement obligé de faire. Il resta très immobile, et regarda une vie qu'il avait abandonnée dans un salon continué, apparemment, à s'épanouir entièrement sans lui. Et il sentit quelque chose dans sa poitrine qu'il serait plus tard incapable de nommer, sauf par sa taille. Eliza le vit dans la même poignée de secondes. Elle ne sursauta pas. Elle n'appela pas les enfants plus près, bien que chaque instinct en elle le voulût. Elle posa la cisaille qu'elle utilisait pour tailler une ronce égarée du chemin. L'âme contre pierre, manche vers elle. Le geste précis d'une femme qui a entraîné ses mains à être stables, même quand rien d'autre en elle ne l'est. Et elle leva la main sans hâte pour faire descendre le ruban à son col de quelques centimètres, pour que la bague en dessous reste exactement là où elle avait vécu pendant 2 ans. Proche et invisible,
et entièrement à elle de décider quand, si jamais elle a révélé. Madame Vane appela Lady Farrow, ravie, depuis la terrasse, entièrement inconsciente de la petite catastrophe qu'elle était, sur le point d'introduire dans sa propre garden party. Venez donc vous faire admirer comme il se doit, et amenez ces deux terreurs avec vous. Votre grâce, Mademoiselle Marchmont, vous devez rencontrer la femme qui a rendu Ezra Fell insupportable d'envie toute la saison. Il y eut, pensa Eliza par la suite, un type particulier de silence qui s'abat sur un jardin. Quand toutes les personnes présentes comprennent que quelque chose d'important s'est produit et que personne n'est prêt à le dire à voix haute en premier, c'est dans ce silence qu'elle se leva, épousseta l'herbe de ses jupes, prit Rose sur sa hanche avec l'économie instinctive de 2 ans de pratique, et traversa les 40 pieds de la pelouse de Lady Farrow vers l'homme qui avait un jour dit à un salon plein de parents qu'elle était un arrangement convenable et rien de plus. « Votre grâce, dit-elle, et inclina la tête exactement autant que la courtoisie l'exigeait, et pas un degré de plus. Mademoiselle Marchmont, le sourire de Selena ne vacilla pas. Le sourire de Selena vacillait rarement. C'était l'une des choses qui la rendait dangereuse. « Madame Vane, dit-elle, avec la chaleur particulière d'une femme faisant un inventaire minutieux. Quel très bel père. Des jumeaux, n'est-ce pas remarquable? On dit qu'ils ressemblent souvent entièrement à un seul côté de la famille. » Ses yeux se déplacèrent délibérément des cheveux sombres d'Henry à ceux de Julian, et vice-versa. Et quelque chose dans son expression, bref et rapidement lissée, dit à Eliza que quoique Selena Marchmont fût d'autre, elle n'était pas stupide et avait en ce seul regard compris beaucoup de choses. Julian ne dit rien du tout pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Dépouillé de la douceur que 2 ans de maîtrise de soi lui avaient appris à porter comme un second manteau. « Quel âge ?» dit-il, puis il s'arrêta et recommença. « Quel âge ont-ils » ? 2 ans. « Depuis ce printemps, » dit Eliza. Elle n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Elle le regarda faire le calcul en temps réel. Regarda le calme particulier d'un homme effectuant un calcul qu'il ne voulait vraiment pas terminer. Regarda le résultat atterrir. « Eliza, dit-il très doucement, et c'était la première fois en 2 ans qu'il disait son nom à voix haute, en face d'elle, plutôt que dans l'intimité gardée de ses propres pensées. Et quelque chose dans ce seul mot portait plus de poids que tout le discours du salon 2 ans auparavant. « J'ai besoin de vous parler seul, si vous le permettez. »« Je ne le permettrai pas, » dit Eliza agréablement, et remonta le petit pois agité de Rose plus haut sur sa hanche. Pas aujourd'hui et pas dans l'allée de rosiers de Lady Farrow, devant un public que ni vous ni moi n'avons choisi. Si vous avez des questions, votre grâce, vous pouvez passer à Wren's Hollow. J'ai des horaires réguliers. Il se trouve que je suis très facile à trouver. Je le suis depuis 2 ans. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle se tourna, prit la petite main d'Henri dans sa main libre et retraversa la pelouse vers l'Arche d'If. Le dos droit, les pas sans hâte, laissant derrière elle un silence considérablement plus bruyant que n'importe quel mot aurait pu l'être. Et un duc qui se tenait exactement là où elle l'avait laissé, la regardant partir, avec l'expression particulière d'un homme qui vient de découvrir que le sol sur lequel il se tenait depuis 2 ans n'avait jamais été aussi solide qu'il le croyait. Il passa à Wren's Hollow 4 jours plus tard, pas 4 heures. Car il avait appris dans l'intervalle qu'arriver à une décision et arriver préparé à en subir les conséquences étaient 2 travaux différents, et il était déterminé, pour une fois, à ne pas confondre le premier avec le second. Eliza le reçut dans la pièce de devant, la même pièce où ses enfants étaient nés, avec Hannah Cobb postée avec une insistance non dissimulée dans l'embrasure de la cuisine et les jumeaux faisant la sieste à l'étage. Et elle ne lui offrit pas de thé, car le thé, avait-elle décidé, était une hospitalité qu'il n'avait pas encore méritée. « Vous voudrez savoir, dit-elle, avant qu'il ne se soit complètement assis, s'ils sont de vous. Je nous épargnerai à tous les deux l'indignité de la question. Ils le sont. Je les portais le jour où je me tenais dans le couloir de votre famille et où je vous ai entendu qualifier notre mariage d'arrangement convenable et rien de plus. » La mâchoire de Julian se contracta une fois avant qu'il ne réponde. « Je ne savais pas, dit-il, pour les enfants. Je veux que vous croyiez cela d'abord, avant toute autre chose. »« Je le crois, dit Eliza. Je ne vous l'ai jamais dit. J'ai fait ce choix les yeux ouverts,
et j'en répondrai si vous le souhaitez plus tard. Mais vous ne vous assiérez pas dans ma maison pour insinuer que le fait de ne pas savoir excuse le reste. Vous saviez que nous étions mariés. Vous le saviez dans cette église, avec la propre main du révérend Marsh sur le registre, et vous avez laissé l'avocat de votre père vous dire que cela n'était jamais arrivé, parce que croire cela était plus facile que de se battre pour moi. On m'a montré une lettre, dit Julian, de votre main, prétendant que le mariage était, que vous saviez que la licence était insuffisante, que vous aviez l'intention d'extorquer un arrangement à mon père avant que cela ne soit découvert. Je n'ai écrit aucune lettre de ce genre, dit Eliza, et quelque chose dans sa voix, pour la première fois de l'entretien, devint plus tranchant. Vous connaissez mon écriture depuis des années, Julian. Vous avez eu 2 ans pour vous demander si cette lettre me ressemblait. Et au lieu de cela, vous avez accepté 40 livres par an en mon nom, et vous avez appelé cela de la pitié. Il s'arrêta, recommença. J'avais peur, dit-il finalement, et l'aveu sembla lui coûter plus que toutes ces phrases plus lisses précédentes. Mon père était mourant. Il avait passé toute ma vie à m'apprendre que l'amour non audité était une indulgence. Et me voilà, tenant un document qui semblait prouver que tout le mariage n'avait été que cela. Et il s'arrêta une seconde fois. J'ai choisi la doctrine parce que la doctrine ne m'obligeait pas à envisager la possibilité que je me sois trompé sur vous et que je vous ai perdus tous les deux en même temps. Eliza laissa le silence s'installer un long moment avant de répondre. De la manière dont son père lui avait appris qu'une vérité difficile méritait de l'espace pour atterrir plutôt que d'être balayée. C'est peut-être même honnête, dit-elle. Ce n'est cependant pas une excuse. Des excuses et une explication sont 2 pays différents, votre grâce. Et jusqu'à présent, vous n'en avez visité qu'un. Alors dites-moi ce que l'autre exige, dit Julian, et je le fournirai. Pas aujourd'hui, dit Eliza, pas avec des mots seuls, et pas en une seule après-midi de demande. Montrez-le-moi avec le temps. C'est là toute ma réponse, et je n'ai pas l'intention de l'améliorer. Il quitta Wren's Hollow ce soir-là, avec considérablement moins de certitude qu'à son arrivée, et considérablement plus de résolution. Bien qu'il aurait eu du mal, si on le lui avait demandé sur le chemin du retour, à dire précisément en quoi consistait cette résolution. Ce qu'il savait, retournant ce petit fait encore et encore comme une pièce de monnaie dans sa poche, c'est qu'Eliza n'avait pas une seule fois, pendant tout l'entretien, élevé la voix, et que son sang-froid l'avait bien plus profondément déstabilisé que n'importe quelle larme n'aurait pu le faire. Il ne savait pas encore pour la fausse reconnaissance de dette qui se trouvait à cette même heure dans un tiroir verrouillé du bureau de Selena Marchmont, attendant le moment que son auteur jugerait le plus utile pour la produire. Il l'apprendrait assez tôt, et quand il le ferait, l'apprentissage coûterait très cher à Selena Marchmont. Plus qu'elle n'avait jamais imaginé risquer, Selena avait observé la scène dans le jardin de Lady Farrow, avec une attention considérablement plus vive que son sourire ne l'avait suggéré, et elle avait passé les 4 jours suivants à faire le même calcul que Julian avait fait dans la voiture, arrivant à une réponse considérablement moins charitable. Si les enfants étaient de lui, le mariage à la campagne avait très probablement été authentique après tout, quoi qu'en dise la lettre qu'elle avait si soigneusement composée 2 ans auparavant. Si le mariage était authentique, son propre arrangement avec Julian, informel mais cultivé pendant 2 ans, ne valait absolument rien au moment où la vérité éclaterait. Et si la petite et tenace propriété d'Eliza Vane à Wren's Hollow était sur le point de devenir, aux yeux du comté, et peut-être de la loi, la maison d'enfance des héritiers d'un duc, alors il serait considérablement plus difficile à l'avenir de la menacer avec une fausse note de 200 livres. Considérablement plus difficile. Pas impossible. Selena Marchmont n'avait de sa vie jamais laissé une porte qui se ferme la décourager de trouver la poignée. Elle fit appel à un clerc nommé Figus dans le bourg la semaine suivante. Un homme mince et anxieux qui tenait les livres de 3 petites entreprises et d'un prêteur sur gage. Et qui, 2 ans auparavant, avait été persuadé, par une de ses propres dettes, que Selena avait discrètement acquise et tout aussi discrètement menacé de réclamer, de rédiger une note en imitant l'écriture du défunt Josiah Vane. Elle dit à Figus que la note serait nécessaire dans la quinzaine. Elle ne lui dit pas pourquoi. Figus, dont la conscience le tourmentait régulièrement depuis 2 ans et avait récemment commencé à le tourmenter la nuit aussi bien que le jour, ne dit rien, rentra chez lui et ne dormit pas. Eliza, pendant ce temps, s'était rendue cette même semaine à la petite église en pierre
à 17 kilomètres de Rennes-Mort. Pas pour la première fois en 2 ans, mais pour la première fois avec un but clair plutôt qu'un chagrin privé. Le révérend Elias Marsh, plus âgé maintenant, ses mains plus incertaines sur la couverture du registre qu'elles ne l'avaient été le jour où il avait guidé la plume de Julian sur la page. Il la rencontra dans la sacristie, avec la gravité particulière d'un homme qui attend depuis un certain temps qu'on lui pose une question dont il connaît déjà la réponse. « Ils sont venus me voir, vous savez », dit-il avant qu'elle n'ait rien demandé du tout. Il y a 2 ans, un avocat de Rennes-Mort, très correct, très désolé de me déranger, se demandant si ma licence n'avait pas peut-être expiré la saison où j'ai célébré votre cérémonie, se demandant si l'entrée du registre ne serait pas, dans les circonstances, mieux barrée que laissée telle qu'elle, étant donné la confusion qu'elle semblait causer à la famille. « Et vous lui avez dit, dit Eliza prudemment, qu'elle avait expiré. »« Je lui ai dit, dit le révérend Marsh, que j'examinerais la question. Et puis je n'ai rien barré, parce que je n'ai jamais, en 30 ans, célébré un mariage que je ne croyais pas légal. Et je n'allais pas commencer à mentir sur mon propre registre pour épargner l'orgueil d'un homme mourant. » Il se dirigea vers l'armoire, sortit le registre lui-même, usé et intact, et l'ouvrit à la page. « Il est resté ici tout ce temps, Madame Vin, attendant, je pense, que quelqu'un vienne enfin demander à le voir correctement. » Eliza regarda l'entrée un long moment. Son propre nom, celui de Julian, la date, la signature soignée du témoin à côté de celle du pasteur. Et elle sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre, qu'elle n'avait jusqu'à ce moment pas pleinement réalisé être encore tendue. « J'aurai besoin d'une copie certifiée, dit-elle, et j'aurai besoin de vous, révérend, le moment venu, pour être prêt à dire tout cela devant une salle pleine de gens qui préféreraient de beaucoup que ce ne soit pas vrai. Je suis prêt depuis 2 ans, dit le révérend Marsh. J'attendais seulement qu'on me le demande. » Elle quitta l'église avec la copie soigneusement pliée à l'intérieur de sa cape, et ne savait pas encore que dans un tiroir verrouillé à quelques 17 kilomètres de là, une fausse note portant la signature de son père décédé attendait la fin de la quinzaine. Ni que les 2 documents, l'un vrai et longtemps patient, l'autre faux et fraîchement urgent, convergeaient, comme de telles choses le font dans une histoire construite sur du papier, vers la même salle, le même public, et le même règlement de compte. La fausse note fit surface le dernier jeudi d'août au tribunal des récoltes du district. Un modeste rassemblement tenu chaque année dans la salle de réunion au-dessus de la bourse au blé, où les petites dettes, les litiges de voisinage et les accusations occasionnelles de braconnage étaient entendus devant le magistrat du comté. Devant la partie du voisinage, qui trouvait la procédure plus divertissante qu'un sermon du dimanche. C'était, en bref, exactement le type de forum que l'histoire exigeait. Public, procédural et impossible à rejeter par la suite comme une rumeur. Selina avait arrangé, par un intermédiaire qui n'utilisa jamais son nom, que la note soit présentée ce jour-là. Son détenteur, un agent de prêteur sur gage, réclamant un solde impayé de 200 livres sur la succession du défunt Josiah Vane, maintenant propriété légitime de sa fille, et exigeant satisfaction ou, à défaut de satisfaction, le transfert des 20 acres de Wren's Hollow en lieu et place du paiement. Eliza savait depuis le jour où le révérend Marsh avait ouvert son registre qu'une contre-attaque allait. Elle n'en avait pas connu la forme jusqu'à ce que la convocation arrive 3 jours avant le tribunal. Et elle avait passé ces 3 jours non pas dans la peur, mais dans le calme délibéré d'une femme assemblant chaque morceau de papier qu'elle possédait dans un ordre qui pourrait résister à l'examen d'une salle. La salle de réunion était pleine ce jeudi-là, plus pleine que d'habitude, car la nouvelle s'était répandue comme l'eau dévale une colline, trouvant chaque point bas du district et le remplissant. Que le duc de Rennes-Mort lui-même serait présent pour entendre une réclamation contre Madame Vane de Wren's Hollow. Et que Mademoiselle Marchmont, récemment beaucoup vue au bras du duc, avait un intérêt non divulgué dans son issue. L'agent du prêteur sur gage présenta la note. Le magistrat Aldous Penrose, un homme précis et sans hâte, sans patience pour le théâtre, et encore moins pour la contrefaçon, l'examina. Il examina la signature et demanda, du ton plat et procédural, d'un homme qui avait jugé 4 décennies de telles réclamations, si Madame Vane contestait la dette. « Je la conteste, » dit Lisa, et elle se leva sans élever la voix. « Mon père a remboursé cette dette en totalité il y a 9 ans, avec un reçu que j'ai en ma possession.
et je demanderai à la Cour la permission de le produire, ainsi qu'un second document sans rapport avec la dette. Mais pertinent, je crois, pour comprendre pourquoi cette réclamation a fait surface maintenant, plutôt qu'à n'importe quel moment, au cours des 9 années écoulées. Elle produisit d'abord le reçu, jauni, précis, la propre main de son père à côté de celle du prêteur original. Le solde marqué, payé en totalité, et la date enregistrée 2 fois, comme Josiah Vane avait tout enregistré 2 fois, par une méfiance de toute une vie envers l'encre qui pourrait un jour s'effacer. Le magistrat Penrose l'examina un long moment, le posa à côté de la note contestée, et quelque chose dans son expression, auparavant illisible, s'aiguisa considérablement. L'écriture sur ce reçu, dit-il, et l'écriture sur la note devant moi, censée être la signature du même homme, à 9 ans d'intervalle, ne correspondent pas dans la formation d'une seule lettre. Je demanderai, avant de poursuivre, si l'agent présentant cette réclamation peut identifier qui a rédigé la note pour le compte du prêteur. L'agent ne pouvait pas, ou ne voulait pas. C'est à ce moment que Figus, le clerc mince et anxieux, se leva du fond de la salle, son chapeau tenu à 2 mains, et dit, d'une voix qui ne tremblait que légèrement, qu'il l'avait rédigé, sur l'instruction d'une personne qu'il avait eu trop peur de nommer jusqu'à ce matin, et qu'il n'avait pas dormi correctement depuis 2 ans à cause de la honte, et qu'il préférait répondre de la contrefaçon honnêtement que de la porter en silence plus longtemps. Le revirement de la salle, quand il vint, ne fut pas bruyant. C'était le silence particulier d'un grand nombre de personnes, recalibrant toutes en même temps une opinion qu'elles avaient confortablement entretenue pendant un certain temps. Un silence rompu seulement par les petits bruits de chaises qui bougent et de respiration retenue. Dès la manière dont une marée tourne, non pas avec du bruit, mais avec le sentiment soudain et indubitable que l'eau se déplace maintenant dans l'autre direction. Selina Marchmont, assise près du devant en soie bleu pâle, ne bougea pas du tout. Quelque chose derrière son sang-froid, observé attentivement par de nombreux yeux qui ne s'étaient jamais donné la peine de l'observer attentivement auparavant, s'éteignit. De la manière dont une bougie s'éteint, non pas par un souffle dramatique, mais par le simple épuisement de sa propre mèche. « Il y a une autre affaire, » dit Eliza dans le souffle retenu de la salle, « que je demanderai la permission de soulever, puisque nous sommes tous déjà assemblés et que nous discutons déjà de papiers falsifiés et déformés. Il y a 2 ans, une lettre est parvenue au chevet du défunt duc de Renmore, prétendant être écrite par moi, désavouant mon propre mariage. Je ne l'ai pas écrite. J'ai ici une copie certifiée du registre paroissial enregistrant ce mariage comme légal, avec témoins et non perturbé, ainsi que le révérend Marsh, qui a célébré la cérémonie et qui est présent aujourd'hui et prêt à témoigner de sa validité lui-même. Le révérend Marsh se leva. Il n'enjoliva pas. Il confirma le registre, la cérémonie, le témoin et la demande persistante, vieille de 2 ans, d'un avocat de Renmore, de barrer l'entrée, ce qu'il avait refusé. Julian, qui était resté assis pendant toute la procédure dans une immobilité qui lui coûtait beaucoup à maintenir, se leva alors aussi. Et la salle, déjà retournée une fois, se tourna à nouveau pour lui faire face. « Je ne demanderai pas pardon à cette salle, » dit-il. Et sa voix, quand elle vint, était plus stable qu'elle ne l'avait été dans le salon d'Eliza 15 jours auparavant, bien qu'il lui en coûtât visiblement de la maintenir ainsi. « Je le dois à une seule personne, et je le lui offrirai en entier, et non comme une performance pour un public. Ce que je dirai ici, devant vous tous, puisque j'ai dit le contraire ici il y a 2 ans en substance, sinon dans cette salle précisément, c'est qu'Eliza Vane n'a jamais été un arrangement convenable. Elle était le seul bon choix que j'ai jamais fait, et j'ai laissé la peur l'appeler commodité. Et j'ai passé 2 ans plus pauvre à cause de cela, de toutes les manières qui comptent. Le magistrat Penrose, insensible à la rhétorique par principe, mais pas insensible à la procédure correctement servie, rejeta la demande de dette. Il ordonna à l'agent du prêteur sur gage de rendre compte de sa propre conduite lors d'une séance ultérieure, et nota pour le procès-verbal que le registre de mariage produit était, à son jugement, entièrement en ordre. Il revint à Eliza, par la suite, de décider de ce qu'il adviendrait de Selina Marchmont. Qui restait assise, immobile et pâle, dans une salle qui en avait fini avec elle bien plus complètement que n'importe quelle punition que le magistrat aurait pu infliger.
Eliza aurait pu pousser l'affaire de la fraude à la dette jusqu'à son plein poids légal. Elle choisit plutôt de se lever une fois de plus et de dire simplement qu'elle ne chercherait pas à poursuivre, à condition que mademoiselle Marchment quitte le district dans le mois et ne dérange plus aucun membre de sa famille. Une pitié offerte d'une position qui n'exigeait plus de l'offrir. Son coup, fit-elle clairement comprendre, était entièrement à Selena de le porter, et non à elle de le pardonner. « Je ne fais pas cela pour votre confort », dit Eliza, croisant le regard de Selena à travers la distance décroissante de la salle. « Je le fais parce que je préfère être le genre de femme que mes enfants peuvent regarder et comprendre, plutôt que celle qui passe sa victoire à en remporter une plus petite sur quelqu'un d'autre. » Selena quitta la salle sans répondre. Elle quitta le district dans la quinzaine, et on n'entendit plus parler d'elle que de loin. Mariée finalement à un petit gentilhomme dans un comté, à une distance considérable au nord, où, disait-on, elle se conduisit par la suite avec une prudence qu'elle ne s'était jamais donné la peine de pratiquer auparavant. Julian vint à Wrens Hollow 3 jours après le tribunal des récoltes, et cette fois, Eliza lui offrit du thé. Bien qu'elle le posât entre eux avec la délibération particulière d'une femme marquant, même dans de petits gestes, que la confiance était une chose accordée par étapes, et non restaurée par un seul discours public, aussi bien intentionné soit-il. « Vous avez demandé la dernière fois que vous étiez assis ici ce qu'une excuse exigeait au-delà d'une explication, dit-elle. J'y ai réfléchi depuis. Elle exige d'abord que vous disiez les mots clairement, sans les envelopper dans un exposé de la doctrine de votre père, comme si la doctrine s'excusait en votre nom. » Julian posa sa propre tasse. « Je suis désolé, dit-il, et ne l'adoucit pas, ne l'expliqua pas, ne se tourna pas immédiatement vers la doctrine qui, pendant 2 ans, avait tant parlé pour lui. Je suis désolé d'avoir cru la parole falsifiée d'une étrangère, plutôt que 2 ans à vous connaître. Je suis désolé d'avoir laissé la peur de mon père devenir la mienne, plutôt que d'affronter le travail plus difficile de faire confiance à ce que j'avais réellement vu de votre caractère. Je suis désolé pour chaque jour des 2 dernières années où nos enfants n'ont pas connu leur père, et chaque jour où vous avez porté cela seul, parce que j'ai fait de la solitude la seule option que je vous ai laissée. » « Merci, dit Eliza, et laissa les mots flotter dans la pièce un moment avant de continuer. Car elle avait appris en 2 ans de gestion de compte qu'un silence sans hâte faisait souvent plus de travail qu'une réponse immédiate. Maintenant, l'explication. Puisque nous l'avons déjà eue en morceaux, je ne vous demanderai pas de la répéter en entier, mais je vous dirai ce qui vient après, car je n'ai l'intention pour aucun de nous de confondre un beau discours dans un tribunal avec une affaire réglée. Elle avait réfléchi attentivement dans les jours qui avaient suivi le tribunal des récoltes à ce qu'elle exigerait, et elle l'énonça maintenant comme elle avait autrefois énoncé le tarif de drainage d'Ezrafel, clairement, précisément, et sans s'excuser de la précision. « Wrens Hollow reste à moi, dit-elle, en mon nom, à mes conditions. Quoi qu'il advienne de nous, je ne le laisserai pas être absorbé dans les registres de Wrenmore, comme s'il s'agissait d'une dot, plutôt que d'une vie, que j'ai construite de mes propres mains pendant que vous étiez ailleurs. Je continuerai à le gérer moi-même. J'attends de vous que vous respectiez cela comme un fait, et non que vous le tolériez simplement comme une excentricité. »« D'accord, dit Julian. Henry et Rose gardent le nom de Vane jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour avoir leur propre opinion sur celui d'Ashworth. Et toute décision touchant à leur éducation dans ces premières années est à moi de la prendre. Avec votre conseil bienvenu et votre jugement unilatéral non. »« D'accord, dit Julian à nouveau, et quelque chose dans la simplicité du mot répété, offert 2 fois maintenant sans embellissement, frappa Eliza comme plus honnête que n'importe quelle promesse plus longue n'aurait pu l'être. « Et vous ne courtisez pas mon pardon avec des discours, dit-elle. Vous gagnez ce qui vient après cette conversation de la même manière que j'ai tout gagné à Wrens Hollow, dans les jours ordinaires, avec le temps. Je le saurai quand je le verrai, et je ne serai pas pressé de le voir plus tôt qu'il n'est réel. »« Très bien, dit Julian. Très bien alors, dit Eliza. Et cela, pour le moment, fut l'intégralité du traité entre eux. Il restait une autre excuse à faire, bien que pas par Julian. Et elle vint une semaine plus tard des propres bureaux de M. Aldis Penrose, où l'avocat de la famille qui avait rédigé l'arrangement 2 ans auparavant, un homme nommé Whitcomb, qui avait su que la lettre falsifiée était une preuve mince même à l'époque,
et avait choisi le confort de son employeur plutôt que ses propres doutes, s'assit en face d'Elisa. Elle offrit sans qu'on le lui demande un compte-rendu complet et sans phare de sa complicité, et demanda clairement quelle restitution elle accepterait. « Dites la vérité entièrement à quiconque la demande, aussi longtemps que vous vivrez, » dit Elisa. « C'est une restitution suffisante. Je n'ai aucun désir de ruiner un homme pour avoir eu peur un jour du chagrin de son employeur. J'ai un désir considérable qu'il ne confonde plus jamais le confort d'un client avec sa propre honnêteté. » « D'accord, dit Whitcomb. Et il le pensait, et il tint, il se trouve, parole à la lettre de cette promesse pour le reste de ses années de pratique. L'automne qui suivit fut fait, dans la comptabilité privée d'Eliza, non pas de grands gestes, mais d'un grand nombre de petits, chacun desquels elle nota de la même manière attentive qu'elle notait un shilling économisé sur le travail de drainage, comme des preuves s'accumulant vers une conclusion plutôt qu'une preuve arrivant d'un seul coup. Julian déplaça une chaise sans commentaire pour s'asseoir à côté de la sienne à la longue table où elle tenait ses registres, et commença, sur plusieurs semaines, à poser des questions sur les comptes de Wrens Hollow qui étaient authentiques plutôt que joués. Des questions sur les coûts de drainage, les taux de salaire et le calcul particulier de payer un shilling au-dessus de la coutume du district, jusqu'à ce que vienne le soir où il suggéra timidement d'appliquer le même principe à deux des fermes éloignées de Renmore. Et Eliza, laissant le registre qu'il avait apporté, se retrouva à corriger une colonne de ses chiffres avec la même facilité instinctive qu'elle corrigeait autrefois les siens. Et aucun d'eux ne remarqua à quel point la correction était devenue naturelle. Il apprit à lui verser son thé avant qu'elle ne le demande, ce qui ne signifiait rien en soi, se rappela-t-elle, mais tout en accumulation. Il apprit la manière particulière d'Henry d'avoir besoin qu'on lui raconte une histoire 2 fois avant que le sommeil ne l'emporte, et l'habitude de Rose de ne se rendre à aucun réconfort autre que la main de sa mère. Jusqu'à un soir d'octobre où elle se rendit plus tôt, sans cérémonie, à celle de son père. Et Eliza, observant depuis l'embrasure de la porte, s'autorisa, pour la première fois en 2 ans, à lever la ration de 20 minutes qu'elle s'était fixée sur le tronc d'orme, et à simplement ressentir le tout, sans limite, aussi longtemps que cela durerait. Il y eut en novembre une rechute, petite, et révélatrice précisément parce qu'elle était petite. Julian, sans la consulter, engagea un tuteur pour Henry et Rose, arrangeant toute l'affaire par l'intermédiaire de Grantham en un seul après-midi, de la manière dont un duc arrange les choses, efficacement et seul. Parce que l'efficacité et la solitude lui avaient été inculquées depuis l'enfance, et une vieille habitude ne disparaît pas simplement parce qu'un homme a décidé de vouloir mieux de lui-même. Elisa ne cria pas. Elle posa sa plume, le regarda par-dessus la table des registres et dit « Vous avez refait la même chose. Décidez seul ce qui les touche, parce que décider seul est la forme que la peur vous a enseignée, même lorsque la peur elle-même s'est calmée. » Julian resta silencieux un moment. « Alors vous avez raison, » dit-il sans argumenter, sans que la doctrine ne tire sur sa manche pour l'expliquer. « J'écrirai au tuteur pour expliquer que l'arrangement est provisoire en attendant votre approbation, et je ne referai pas cette erreur sciemment. » Et il le fit le soir même, et ne la refit plus. Ce qui était, pensa Elisa, toute la différence entre un homme qui s'excuse et un homme qui change. Le second corrige le schéma plutôt que de simplement regretter l'incident. C'est par une soirée calme de décembre, le feu bas, les jumeaux endormis depuis longtemps, que Julian dit la chose qu'il avait construite dans les jours ordinaires depuis le tribunal des récoltes. « Je vous choisirai, dit-il, non pas comme un audit survécu, non pas comme un arrangement convenable retrouvé. Je vous ai choisi de petite manière depuis des mois maintenant, et je trouve que j'aimerais continuer à le faire, publiquement et de manière permanente, si vous acceptez l'homme tout entier qui a mis 2 ans de trop à apprendre la différence entre la doctrine de son père et son propre courage. Je sais, dit Elisa. Je vous ai regardé le choisir. C'est un peu le but d'exiger des preuves plutôt que des discours. Je n'avais pas besoin que vous le disiez. J'avais besoin de savoir que c'était déjà vrai avant que vous ne le disiez. Et vous avez, au cours de ces mois, fait en sorte que je le sache. Est-ce un oui? Demanda Julian. Et il y avait, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait presque à de l'humour. C'est une reconnaissance, dit Elisa.
que la réponse s'est construite d'elle-même depuis quelques semaines et est finalement arrivée là où nous savions tous les deux qu'elle allait. Et puis, parce que même le sang-froid s'autorise une petite pitié de temps en temps, elle sourit pleinement. De la manière dont elle avait souri devant un panier de gravier renversé dans le jardin de Lady Pharaoh. Et dit « Oui, d'accord. »« D'accord alors, » dit Julian. Et cette fois, ce n'était pas simplement un traité, mais quelque chose de considérablement plus chaleureux. 2 ans passèrent, comme les années passent, au rythme des saisons qui ne leur semblaient plus, à aucun d'eux, comme les actes d'une histoire encore en cours de décision. Mais comme le temps établi d'une vie déjà choisie, Wren's Hollow resta à Eliza en nom et en fait. Ses comptes toujours tenus de sa propre main, ses salaires toujours payés 1 shilling au-dessus de la coutume, et toujours le jour promis. Une pratique qu'elle étendit avec le soutien total et public de Julian à 3 des fermes éloignées de Wrenmore également, jusqu'à ce qu'un salaire juste et ponctuel soit devenu discrètement la nouvelle attente du district, plutôt que son exception. Le Reverend Marsh vécut pour célébrer une autre cérémonie dans sa petite église en pierre, un renouvellement public des vœux, modeste et sans hâte, auquel assistèrent Hannah Cobb dans sa plus belle robe grise, et Ezra Fell, l'air profondément mal à l'aise dans un manteau emprunté, et Monsieur Grantham, qui pleura sans embarras et en rejeta la faute par la suite sur la poussière. Figus Leclerc, ayant retrouvé un sommeil régulier et un emploi plus stable, tint par la suite les livres de Wren's Hollow lui-même, sur l'insistance d'Eliza, car elle avait décidé qu'un homme qui avoue une faute à un coût réel pour lui-même a mérité la chance de prouver, dans les jours ordinaires, que l'aveu n'était pas la fin de son utilité, mais le début d'une meilleure version de celle-ci. Une école ouvrit à la lisière de Wren's Hollow le printemps suivant, financée conjointement et gérée selon les propres principes d'Eliza, de comptabilité simple et de paiement ponctuel, enseignant aux enfants des tenanciers du district leurs lettres et leurs calculs ensemble, filles et garçons. Car Eliza n'avait encore jamais rencontré un registre qui se souciait du nom de naissance de son gardien. Henry et Rose, âgés de 4 ans maintenant, et entièrement indifférents à la longue et compliquée histoire qui avait précédé leur arrivée, gardèrent le nom de leur mère jusqu'au jour, quelques années plus tard, où ils choisiraient pour eux-mêmes quoi faire de celui de leur père. Et en attendant, ils couraient le long de l'allée de rosiers à Oldham Grange, à l'occasion de la réception estivale de Lady Pharaoh, avec une liberté qui ne devait rien à la bonne opinion d'un quelconque jardin. Eliza portait maintenant la bague ouvertement à sa main, plutôt que cachée sous un ruban à son col. Et le changement l'avait frappée. Le premier matin où elle l'avait attachée là, bien en vue, comme la plus petite et la plus grande altération de toute l'affaire. Une chose autrefois dissimulée pour survivre, maintenant simplement portée, parce qu'il n'y avait enfin plus rien qui nécessitait d'être caché. La maison de Wrenmore, qui était restée froide et en apnée, pendant toute la doctrine du vieux duc, et les 2 années qui suivirent, avait commencé, ce deuxième printemps, à faire quelque chose que les serviteurs se remarquaient les uns aux autres, sans vraiment avoir les mots pour le dire. À respirer, pièce par pièce, de la manière dont une maison le fait lorsque les gens qui y vivent ont cessé de se préparer pour le prochain audit et ont simplement commencé à y vivre. Elle avait cessé de demander à être vue. Quelque part dans le long travail sans hâte des fossés de drainage, des colonnes de salaire et d'un ruban gardé près de son col, elle s'était rendue, au contraire, impossible à ne pas voir. Non pas par une performance mise en scène pour un public, mais par la preuve simple et accumulée d'une vie honnêtement construite, une entrée de registre à la fois. Et cela, finit-elle par comprendre, n'était pas une chose qui pouvait être dévalorisée par le verdict d'un salon, ou rachetée avec 40 livres par an, ou falsifiée par la main empruntée de quiconque. Ce n'était pas la même chose qu'être aimé, dit-elle un jour à ses enfants, des années plus tard, quand ils furent assez grands pour demander comment tout avait commencé. Être vu n'était pas la même chose qu'être aimé, mais il s'était avéré, dans son cas, que c'était la chose qui avait rendu l'amour, quand il était finalement arrivé, honnête et sans hâte, et entièrement à ses propres conditions. Impossible pour quiconque, et surtout pour l'homme qu'il avait un jour qualifié d'arrangement convenable et rien de plus, de le confondre à nouveau avec quoi que ce soit de moins que ce qu'il était.